consacré donc ce soir au sommet européen de Bruxelles, avec cette question: à quel jeu jouent les agences de notation qui n'ont pas hésité, donc à la veille de ce sommet européen, eh bien, de menacer d'abaisser la note de 15 pays de la zone euro. On en parle avec Philippe Dessertine, directeur de l'Institut de haute finance, auteur de La décompression, et c'est aux éditions Anne Carrière. On en parle également avec Norbert Gaillard, consultant pour la Banque mondiale, docteur en économie, auteur des agences de notation aux éditions Découvertes, et avec nous Laurent Passol, qui est porte-parole de Debout la République, parti gaulliste, souverainiste, et qui milite pour la sortie de la zone euro, pour l'abandon pur et simple de l'euro. On parle des agences de notation et on commence, si vous le voulez bien, avec ce dessin de Plantu qui est paru lundi dans le quotidien Le Monde. Vous voyez donc Standard & Poor's, tous les deux dans un lit, et l'un des deux qui dit: eh bien, je vais me faire maintenant l'Allemagne. Norbert Gaillard, vous qui avez écrit sur les agences de notation, est-ce que c'est ça les agences de notation? On se lève un matin et on se demande, pour reprendre l'expression de Plantu, qui on va se faire? Non, je crois que les agences ont été malgré tout très conciliantes et finalement très gentilles avec les États industrialisés, parce que personnellement je pense que les dégradations auraient pu survenir beaucoup plus tôt, et en particulier dans la foulée de la crise Lehman Brothers. Mais alors justement, est-ce que là, il n'y a pas une responsabilité quand même des agences de notation qui n'ont pas vu venir la crise de Lehman Brothers en 2008, qui n'ont pas vu voir la crise des subprimes? Là, on ne les a jamais entendues, les agences de notation. Elles distribuaient peut-être même des AAA. Et là, d'un coup, voilà qu'elles dégradent les notes à tout va, ou en tout cas menacent de les dégrader. Elles n'ont pas toujours été très... Bon, disons que les agences ont commis plusieurs erreurs ces dernières années. D'abord, il y a eu les conflits d'intérêts au sein des agences, le fait en particulier de surnoter des produits structurés qui étaient complètement pourris. En fait, ce que vous voulez dire quand vous parlez de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'elles travaillent pour des clients, en fait, ces agences, et pas pour des États. Normalement, les agences doivent noter des émetteurs de dettes et des produits financiers. Et le problème qu'il y a eu, c'est que en amont, elles ont eu un rôle de consultant officieux au cours des années 90-2000. Donc ça, c'est le premier problème. Pour ceux qui nous occupent aujourd'hui, le problème de la crise de la dette, on est face à un autre problème qui est d'avoir finalement trop tardé à dégrader les pays industrialisés. Et en particulier, je pense que dès 2009, Elles ont trop tardé. Oui. Puisque après les plans de rigueur finalement fin 2008, en tout cas, elles ont tardé aussi à dégrader tout ce qui était subprime, etc. Puisque ça, elles n'ont jamais dégradé les actifs qui étaient toxiques. Laurent Passol. Et puis, le gros problème aussi des agences de notation, c'est que leurs actions ont des tendances autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles dégradent la note d'un pays, les taux d'intérêt peuvent monter. Comme les taux d'intérêt montent, ça rend la situation du pays beaucoup plus difficile à gérer, donc il doit augmenter les impôts, la croissance baisse, ce qui du coup va justifier un nouvel abaissement. Bref, on est dans le caractère très autoréalisateur du marché, et qui n'est pas simplement une sanction de mauvais comportement, mais pour prendre une image un peu triviale, les agences de notation, c'est un peu un thermomètre qui donne la température. Et là, ça pose quand même un vrai problème de fonctionnement du financement des États publics, et là, moi, je vais revenir un peu là-dessus. Uniquement se financer sur les marchés, comme cela se fait en France depuis la loi de 1973, ou avec les traités européens qui empêchent la monétisation, c'est soumettre en fait le financement des États et donc du coup du bien public aux errances des marchés. Et le problème, c'est que ces errances sont tellement fortes qu'au final, on met le destin Laurent Passol, des populations... de se financer sur les marchés. Vous dites qu'il faudrait plus se financer sur les marchés. Alors on se finance où ? Par la Banque centrale, en fait. Contrairement à ce que disait monsieur, là pour le coup on n'est pas du tout d'accord. Je pense que dans certains moments, il faut savoir aussi utiliser des moyens différents. Et je crois que les États-Unis ont eu l'intelligence de financer une partie de leur dette publique par la Fed. Et on voit en plus que cela n'a même pas créé spécialement de l'inflation. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, il vaut mieux faire ça plutôt que de faire des plans d'austérité sauvages. Mais ils ont une dette quand même abyssale, les États-Unis. Certes, mais... Aujourd'hui, dans le moment où on est, qu'est-ce qui se passe en fait? On rajoute de l'austérité sur l'austérité, c'est le cercle vicieux qui est en Grèce, on est en train de prendre la même direction dans toute l'Europe, on est en train de se suicider économiquement. Donc c'est pour ça que dans certaines circonstances, il est nécessaire de pouvoir financer les États par la Banque centrale.
Philippe Dessertine, je voudrais avoir votre point de vue sur les agences de notation. Est-ce qu'il faut leur apporter du crédit? Et surtout, pourquoi les politiques et les marchés leur accordent finalement tant de crédit à ces agences de notation? Est-ce qu'on ne pourrait pas passer outre ces agences de notation? Alors vous savez, vraiment, par rapport à tout ce qu'on évoque là, je crois que moi, il y a un élément qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que l'Occident a vécu, vit, la France vit au-dessus de ses moyens. C'est aussi simple que ça. Et le problème qu'ont tous les politiques français au moment des élections, c'est que ça, c'est impossible à dire au corps électoral. Et ça, c'est la réalité de notre problème. Quand on est en train de dire qu'il faut émettre de la dette qui va être achetée par notre banque centrale, ça veut dire clairement ce que font les Américains. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. C'est clair. Nous avons le même problème, nous, en Europe, et nous avons ce même problème actuellement. Les agences de notation, qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent des opinions dont ont besoin éventuellement ceux qui, dans le monde, ont de la liquidité, c'est-à-dire ont créé de la richesse et ne savent pas où la réinvestir. Et donc, ils demandent à un certain nombre de consultants extérieurs, des agences de notation, en leur disant où est-ce que je vais prendre du risque, où est-ce que je vais prendre moins de risques. Les agences leur disent ça. Si l'investisseur, les agences n'émettent pas d'argent, elles donnent simplement cette opinion. Si l'investisseur dit « moi je pense que vous avez tort, moi je pense que je vais mettre effectivement mon argent », ce qui s'est passé dans une certaine mesure lorsqu'elles ont dégradé, lorsque Standard & Poor's a dégradé cet été, les États-Unis. Non pas parce qu'ils pensaient que réellement, les investisseurs pensaient réellement que les États-Unis n'avaient pas trop de dettes, mais ils disaient de toute façon dans le contexte actuel, le seul endroit à peu près sûr où on peut mettre notre argent, ce sont les États-Unis. Eh bien ils ont mis l'argent toujours et ça n'a rien changé. Aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas que les agences de notation émettent des opinions qui tout d'un coup nous semblent défavorables et du coup on est en train de monter sur nos grands chevaux, c'est de dire comment ça se fait que tous les investisseurs, ils le croient. Et lorsque l'on a voulu leur dire, et lorsqu'on veut expliquer aux gens qui ont de l'argent, non, mais vous inquiétez pas, la France, il n'y a aucun problème, elle va pouvoir rembourser sa dette. Mais on se rend compte que les investisseurs, ils disent, non, je n'y crois pas. Alors, évidemment, ça nous pose un vrai souci. Ce que vous dites, finalement, c'est un avis qu'elles émettent, et c'est tout, ça n'a pas d'impact. Absolument, c'est une opinion, d'ailleurs, ils le disent. Si demain, Norbert Gaillard, on perd notre triple A, donc comme aux États-Unis, il n'y aura aucun impact. C'est-à-dire que si on veut emprunter de l'argent, on ne l'empruntera pas moins cher. Ça dépend si les investisseurs suivent. Si les investisseurs disent, non, il y a un vrai problème, eh bien, nous aurons une augmentation de nos taux d'intérêt. S'ils disent, non, mais nous, on ne croit pas les agences parce qu'on pense comme tous les Européens, en particulier tous les Français, que nos outils sont faux, eh bien, à ce moment-là, ils continueront à nous prêter. On va le voir. Malheureusement, on sait déjà que ce ne sera pas le cas. Norbert Gaillard. Oui, je crois que la situation sera malheureusement différente. Je crois que dans le cas de la dégradation de Standard & Poor's début août, on a vu qu'il n'y a eu aucun impact sur les taux d'intérêt. Aux États-Unis. Aux États-Unis, absolument. Pour ce qui est de l'Europe, malheureusement, je crois qu'on aura une augmentation des taux d'intérêt pour les pays qui empruntent, donc les pays de la zone euro, mais plus largement, on aura un effet domino qui touchera les banques européennes, qui touchera également les entreprises, toutes les collectivités locales. Et on va rentrer en période de récession. On y est déjà, plus ou moins, quasiment. Donc c'est un vrai problème. Et pour en revenir à la question alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi ça n'a pas eu d'impact? Alors, il l'expliquait déjà tout à l'heure Philippe Dessertine. Pourquoi nous, en Europe, vous pensez que l'argent qu'on va emprunter sera plus cher, alors que ça n'a pas eu d'impact aux États-Unis? Tout simplement parce qu'on a un problème, on va à mon avis avoir très rapidement un problème de crédibilité monétaire. Parce qu'on sait que le dollar existera toujours dans 5 ou 10 ans, même si les États-Unis sont encore dégradés. Alors que l'euro n'existera peut-être plus? Il y a un doute. Beaucoup d'investisseurs voilà, mais c'est intéressant ce que vous dites. Il y a ce doute, donc ce soir, c'est que l'euro n'existera peut-être plus, et ce qui fait qu'on empruntera peut-être plus cher, si je vous suis. Caroline de Camaret, vous voulez réagir? Oui, effectivement, ici, dans les couloirs, vous savez bien qu'il y a la théorie des complots à propos de l'agence, en particulier Standard & Poor's, qui voudrait que en fait, ce soit politiquement motivé. D'ailleurs, un gouverneur autrichien de la BCE a parlé de politiquement motivé, que cette perspective négative sur la majorité, la quasi-totalité des pays de l'eurozone arrive juste avant le sommet. Et puis, il y a Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, qui a dit que c'était très exagéré, que ces perspectives négatives pour les pays de l'eurozone. Mais on voit bien que ça fait réagir en tout cas à ce sommet. C'est en train de changer le cours de ce sommet parce que les Européens ont bien conscience qu'il faut réagir et réagir vite avant l'ouverture des marchés lundi, avant surtout cette perspective de dégradation par Standard & Poor's qui pourrait intervenir lundi si vraiment il n'y a pas de résultats concrets. Donc de facto, vous voyez que la puissance de feu de ce qu'annonce, d'une annonce d'une agence de notation est quand même assez importante. Alors Laurent Passel, je voudrais que vous réagissiez à ce que disait Norbert Gaillard, et on y arrive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains ne croient peut-être déjà plus à l'euro. Enfin, c'est en tout cas la différence entre le dollar et l'euro, c'est que le dollar est une monnaie vraiment ancrée, qui n'est pas en danger, alors que l'euro peut l'être, et la monnaie européenne pourra peut-être disparaître dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a sans doute une prime de risque au fait d'avoir l'euro.
Et si on prend du coup les investisseurs aujourd'hui et les agences de notation vont sans doute payer plus cher aux pays qui font partie de la zone euro qu'aux pays qui en sont extérieurs. Et il y a un exemple en fait que Paul Krugman a cité récemment, qui est le cas de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Ces deux pays-là, en fait, aujourd'hui, enfin, l'Espagne a une dette publique nettement moins importante que la Grande-Bretagne, des déficits moins élevés. Pourtant, elle paie des taux d'intérêt à long terme à quasiment 6%, alors qu'on est à 2% en Grande-Bretagne. Et ce que Paul Krugman explique, c'est que pour lui, c'est le fait d'avoir l'euro qui crée une incertitude, puisqu'aujourd'hui c'est un espèce de château de cartes qui paraît extrêmement peu instable, et on voit bien quand même que depuis 2 ans, on n'arrive pas à faire fonctionner en fait cette espèce de machin monétaire, et donc du coup font payer des taux d'intérêt plus élevés et provoquent des dégradations de notes d'agences de notation. Philippe Dessertine, l'euro nous pose problème aujourd'hui, on paye plus cher parce qu'on a la monnaie européenne? Je ne crois pas, quand on évoquait tout à l'heure le fait que le dollar continue d'attirer, c'est que nous sommes dans une période de tension extrême. Et là, lorsque l'on est en train de parler des risques, ce n'est pas le risque de disparition de l'euro qui est en réalité quelque chose. Si l'euro disparaît, nous serons dans un chaos économique tel que là, ça voudra dire justement qu'on ne sera plus dans une dimension économique. Et quand on n'est plus dans une dimension économique, eh bien, comme autrefois, comme au Moyen-Âge, dans les périodes troublées, on va où? On va mettre ses économies dans le château fort. Le château fort, ce sont les États-Unis parce que c'est la superpuissance du monde. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas forts parce qu'ils ont une dette abyssale, mais parce que c'est la superpuissance politique. Le problème européen, c'est que l'Europe est la première puissance économique mondiale, mais elle n'est pas encore une puissance politique. Elle est une mosaïque. Elle est en train peut-être d'ailleurs de changer de ce point de vue. Aux États-Unis, j'étais aux États-Unis encore hier soir, aux États-Unis, on n'arrête pas de parler aujourd'hui dans tous les journaux télévisés, sur tous les journaux, on parle de cette espèce justement d'acronyme Mercosi, Merkel, Sarkozy, comme si déjà on avait une sorte d'unité politique qui apparaissait en Europe et qui, pour les Américains, est quelque chose d'extrêmement intriguant. Je crois que ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport au pari, et là pour le coup que font un certain nombre de hedge funds, que font un certain nombre de financiers américains, c'est qu'ils ne comprennent pas l'Europe. Ils n'arrivent pas à percevoir ce qui va se passer. Beaucoup pensaient que l'Europe allait exploser probablement dès le mois de septembre. Ça n'est pas le cas. Ils sont un peu, on va dire, surpris, un peu étonnés de voir que l'Europe, en dépit de ces crises, arrive pour le moment sans cesse à se rétablir. Et je crois que le vrai enjeu que nous avons, c'est de devenir une véritable puissance politique en ce qui concerne l'Europe, et qui est bien l'enjeu de ce sommet-là. Lorsqu'on est en train de parler de réflexion autour justement d'une solidarité plus forte, ce n'est pas simplement une question monétaire, c'est aller bien au-delà, c'est comprendre que l'Europe doit en réalité devenir politiquement ce qu'elle est déjà d'un point de vue économique. Et là, l'euro, la monnaie européenne sera plus stable. Caroline, je crois que vous voulez réagir, je crois que vous voyez acquiescer de la tête quand Philippe Dessertine parlait. De cette... Tout à fait, on parle de Mercosi, mais on a aussi beaucoup parlé de la raideur d'Angela Merkel qui n'aurait pas bougé d'un pouce et qui aurait été à la traîne de toute cette crise de l'euro. En vérité, elle a quand même vraiment progressé, notamment à travers le fameux Fonds européen de stabilité financière qu'à l'origine, elle ne souhaitait pas du tout abonder elle-même. Et puis surtout, je crois que dans l'ensemble de la zone euro, les 17 savent très bien que si l'un d'eux fait défaut, aujourd'hui la Grèce ou un autre, si l'un d'eux doit sortir ou être sorti de la zone euro, ça se traduirait par une implosion dramatique pour tous les critères de tous les autres, c'est-à-dire pour tous les équilibres financiers, ce serait une perte terrible. Donc on est mieux protégé quand même avec l'euro, même qui marche sur un seul pied, puisqu'on dit bien qu'on n'a pas encore effectivement le gouvernement, la gouvernance économique qui correspond finalement à cette monnaie unique. Même avec cet euro-là un petit peu déséquilibré, on est encore mieux qu'avec une implosion de l'euro ou avec un pays qui sortirait. Et là, on sait bien, tous les spécialistes sont d'accord là-dessus, qu'ils le payeraient. Tous les spécialistes ne sont pas d'accord là-dessus. En l'occurrence, Laurent Passol n'est pas d'accord. Non, Paul Krugman vient de dire récemment d'ailleurs que les pays européens avaient intérêt à sortir le plus rapidement possible de l'euro. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Excusez-moi, je n'ai pas du tout entendu Paul Krugman dire ça. Si Paul Krugman l'a dit très récemment sur un billet de son blog, je vous assure, il a dit que maintenant, il fallait rapidement sortir de la monnaie unique. Et sur la sortie catastrophique de l'euro, il
il faut arrêter d'exagérer. Il y a eu des sorties d'union monétaire qui se sont bien passées. Ça s'est bien passé en Tchécoslovaquie. L'Argentine, certes, il y a eu une très grave crise quand ils ont cassé le lien avec le dollar. Mais juste après, il y a eu quand même une croissance de 6 à 9% tous les ans. Nous sommes en pleine décroissance, nous sommes en pleine dépression mondiale. Ça n'a strictement rien à voir. Non, pas du tout. Nous sommes d'abord en crise, d'abord à cause de la finance américaine. Au départ, c'est bien ça l'origine. Et là, lorsque les Américains aujourd'hui sont évidemment en train de s'opposer à l'euro, il faut bien lire que nous sommes bien dans une querelle bloc contre bloc. Aujourd'hui, il faut bien en avoir conscience que ça n'est pas le hasard si les États-Unis, effectivement, tirent à boulet rouge contre l'euro, comme ils l'ont toujours fait. Comme ils l'ont toujours fait, parce qu'effectivement, l'euro peut devenir une vraie alternative au dollar, ce qui est ce que redoutent les Américains depuis la création de l'euro. Mais donc quand Barack Obama dit qu'il faut absolument que l'Europe trouve une solution à la crise, vous pensez que finalement, dans le fond du fond, non, je crois que là aujourd'hui, il pense que finalement, si l'Europe allait droit dans le mur, ça pourrait les aider. Non, je crois que les Européens aujourd'hui, les Américains, pardon, ont compris aujourd'hui que ce qui était hier une possibilité pour eux, en disant finalement ce concurrent qui disparaîtrait serait intéressant, ils se rendent compte qu'ils seront entraînés dans l'abîme et qu'aujourd'hui un certain nombre de banques américaines parmi les plus importantes, et là lorsqu'on est en train de théoriser des sorties de l'euro, ce sont des théories qui, lorsque l'on sera dans la pratique, vont je ne vais pas vous dire à coup sûr, parce que là, évidemment, on sera entre ceux qui promettent et ceux qui promettent autre chose, mais en vous disant que nous avons tous les risques d'un jeu de domino qui serait un jeu de domino beaucoup plus fort que celui qu'on a connu sur Lehman Brothers. Norbert Gaillard. Je crois qu'il faut faire un rappel. En particulier, il faut, je crois, bien garder en tête que l'euro a été une chance, et en particulier pour certains pays du Sud. Alors, il faut nuancer. Les pays du Sud ont eu la possibilité jusqu'en 2008 d'emprunter à des taux très bas. C'était déjà le cas des pays du Nord. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils n'ont pas mis à profit cette période-là pour se désendetter. Si vous regardez la plupart des pays, hormis quelques pays vertueux comme les Pays-Bas ou la Finlande, on voit qu'aucun de ces pays n'est revenu à un équilibre budgétaire au cours de la période 99-2007. Donc c'est un vrai problème. Et c'est parce que... Mais il n'y avait pas de sanctions peut-être. Si, il y avait des sanctions. Il n'y avait pas de mécanisme pour les sanctionner ou pas de volonté politique de le faire. Absolument. C'est une absence de volonté politique, effectivement, puisqu'il y avait le pacte de stabilité et de croissance. Mais je vous rappelle que justement, en 2003, on avait eu un dépassement du déficit budgétaire par la France et par l'Allemagne. Et à ce moment-là, comme les deux gros pays finalement avaient fauté, on a fermé les yeux. De revoir un peu les traités à ce moment-là. Oui, mais... Vous les mettre entre parenthèses. Mais ce qui est bon aussi de rappeler, c'est qu'à cette époque-là, l'Allemagne était encore dans le processus de réunification, 12 ans après, alors que la France était en bonne santé, mais on avait toujours des déficits à 2-2,5%, alors qu'on avait une croissance de 3%. Voilà, on arrive au terme de ce débat. Un mot, Philippe Dessertine, vous pensez qu'on va parvenir à un accord? Un mot? Oui, bien sûr, oui. Je pense qu'on aura un accord, mais que cet accord ne sera qu'un début. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de France 24. Merci également à Caroline de Camaret, notre envoyée spéciale à Bruxelles, qui restera peut-être un peu plus longtemps que prévu, Caroline, puisque les discussions... La question, c'est quand on va arriver à un accord, effectivement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h10 pour Une semaine dans le monde. Toute l'actualité de la semaine décryptée avec nos éditorialistes. Très belle soirée à vous.